Le Grand Matin Sud Radio, 7h-10h, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. Il est 9h04, merci d'être avec nous ce matin, les grands débats. Elisabeth Lévy avec nous, Michel Taube, fondateur du site Opinion Internationale. Bonjour Michel, bienvenue. Bonjour, merci pour vos appels au 0826 300 300. On va revenir sur 3 sujets d'actualité aujourd'hui. On va parler des fusillades, de la fusillade à Cavaillon, qui a eu fusillade à Cavaillon. Alors il y a eu beaucoup de choses, parce qu'à Cavaillon il y a eu cet été, souvenez-vous, des fusillades qui ont entraîné la visite sur place de Gérald Darmanin, qui a annoncé une brigade de renfort de police pour la nuit, notamment dans les semaines qui viennent. Avant-hier, il y a eu de nouvelles fusillades. Des centres sociaux de CCAS ont fermé, ont plié bagages d'un quartier. Et hier, il y a eu en fait de nouvelles fusillades devant l'école. Les enfants ont été confinés en fait à l'intérieur. Des parents pleuraient en fait devant l'école. Tout ça, c'est parce qu'il y a du trafic de drogue. Nous en reparlerons tout à l'heure à 9h30. Nous aurons en fait du témoignage sur place à Cavaillon. Si vous voulez appeler et réagir sur ce sujet, 0826 300 300, vous êtes avec nous. Et puis nous revenons aussi sur la crise des sous-marins. La crise des sous-marins avec Michel Taube, spécialiste et aussi de toutes ces questions, qui sera avec nous dans un instant. Et nous allons voir d'ailleurs les derniers développements avec la lettre des Australiens qui a été révélée ce matin. Et puis l'autre sujet qui est notre question du jour, Cécile. Notre question du jour, c'est puisque les intentions de vote vis-à-vis d'Éric Zemmour sont de l'ordre de 11%, on vous demande si c'est un phénomène, et est-ce que ce phénomène génère chez vous, est-ce que c'est de l'intérêt, de la curiosité, de l'indifférence ou de la cravate? Pour l'instant, vous dites de l'intérêt à plus de 56% et de l'indifférence à 22%. Vous nous dites que l'avènement de Zemmour serait la conséquence de plusieurs causes, et dans chacune, on pourrait y trouver du Emmanuel Macron. Beaucoup disent qu'il dit tout haut ce que tout le monde pense tout bas. Et puis, beaucoup, comme Durango, disent aussi qu'il est sorti de nulle part et poussé par les médias. Oui, c'est ça. Alors, Jean-Frédéric Poisson est venu tout à l'heure sur Sud Radio et a annoncé. On a entendu deux sons de cloche totalement différents ce matin sur Sud Radio, parce qu'il y avait Mathieu Orphelin qui était notre invité politique de 8h15, député écologiste du Maine-et-Loire. C'est lui-même qui avait écrit au CSA, notamment pour qu'il y ait un décompte par le CSA du temps politique d'Éric Zemmour. Et puis tout à l'heure, Jean-Frédéric Poisson qui lui est venu annoncer, vous vous souvenez, l'ancien président du Parti chrétien-démocrate. Il s'était présenté à la présidentielle en 2016 et il est prêt à s'effacer, alors qu'il était candidat lui-même, ou il voulait être candidat lui-même à la présidentielle de 2022. Il dit qu'il est prêt à s'effacer devant une candidature potentielle d'Éric Zemmour et à le rejoindre. Michel Taube, une réaction par rapport à ça? Je pense que c'est une preuve parmi d'autres de ce que Éric Zemmour est peut-être l'homme de la situation. Alors certains peuvent le regretter et penser que c'est très mauvais pour l'avenir de notre pays, mais c'est une réalité. Sa percée fulgurante, qui n'est pas que médiatique, qui est aussi politique. Vous dites que 11% d'attention de vote pour Éric Zemmour, mais on assiste déjà à l'effondrement des voix en faveur de Marine Le Pen. Oui. Donc là, il est en train de faire une percée très très forte dans tout l'électorat d'extrême droite. Et certainement, avec M. Poisson, il en est l'expression. Lorsqu'Éric Ciotti dit qu'entre Zemmour et Macron, il voterait Zemmour au deuxième tour de l'élection présidentielle, on voit bien que Zemmour est en train de faire une vraie percée. Alors, est-ce qu'il ira jusqu'au bout? C'est sa liberté de choisir. Il n'arrête pas de le dire. Peut-être qu'il n'ira pas. Mais la réalité, c'est qu'il est en train de s'imposer. Ouais. Elisabeth Lévy? Oui, alors moi d'abord, je crois pas qu'on puisse le réduire aux voix d'extrême droite. D'ailleurs, c'est pas ce que vous avez dit. Mais notamment. Il va pas s'en priver. Il va pas se priver des 23% de Marine Le Pen. Moi, j'ai rencontré beaucoup de gens cet été qui ne votent pas pour Marine Le Pen traditionnellement et qui étaient très demandeurs d'une candidature. Qui sont plutôt à droite traditionnellement. À droite. Oui. Il y avait assez peu de gens de gauche, c'est vrai, de ces gens-là, mais qui sont il y a peut-être certains souverainistes. Il y a peut-être certains souverainistes de gauche, ils ne sont pas nombreux, mais qui pourraient, le moment venu, se rallier. Pardon. Mais plusieurs choses. La première, je suis assez frappé, si vous voulez, par le côté schizophrène des médias qui passent leur temps à agiter des croix, des crucifix et des gousses d'ail, si vous voulez, comme devant un vampire, et qui en même temps, si vous voulez, font effectivement sa campagne. Mais, et je voudrais vous répondre un tout petit peu, je pense que sa candidature
rupture, et je crois qu'elle aura lieu. Hein. Moi, je crois pas qu'il va revenir en arrière maintenant. Je crois qu'elle répond à quelque chose qui transcende la question économique, toutes ces questions ont de l'importance. Hein. Je ne dis pas que l'intendance suivra comme le général de Gaulle, mais je crois qu'il y a... L'économie, c'est pas que de l'intendance. Non, mais je crois... Pardon, Michel, excusez-moi, je finis ma phrase. Oui. Merci. Mais je crois quand même qu'il y a chez beaucoup de gens, et je partage d'ailleurs en partie, le sentiment d'une urgence existentielle. La question qu'il se pose aujourd'hui n'est pas de savoir, si vous voulez, si la France va se désendetter ou pas. Je ne dis pas que ça n'est pas lié, mais si elle va continuer à exister en tant que France. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui est vraiment, il faut que les gens n'entendent pas, que beaucoup de politiques n'entendent pas. Mais qu'il faut prendre en compte. Je veux dire, il y a des gens qui voient le peuple qu'ils ont, le peuple qu'ils aiment, la France qu'ils aiment, les mœurs qu'ils aiment disparaître, et ça leur fait très peur, et je le comprends. Michel Taube, sur les réseaux sociaux, on nous parle d'un élément de déstabilisation, mais pas un véritable candidat. Je pense qu'il est en train de jauger l'état de l'opinion. À la question qu'il a lui-même posée, suis-je l'homme de la situation du moment et du lieu, la France ? Honnêtement, je pense que l'opinion publique est en train de lui répondre, de lui faire une réponse. Les études d'opinion sur lesquelles j'émets de nombreux doutes, parce que quand même depuis depuis la primaire de la droite en 2016, les sondages se sont toujours plantés sur les résultats des élections présidentielles, régionales, départementales, européennes. Mais quand même, on voit bien qu'il y a une vraie percée. Donc je pense qu'il peut être l'homme de la situation. Après, est-ce qu'il va y aller ? Je pense qu'Éric Zemmour, c'est un homme libre, et c'est vrai. C'est peut-être pour ça qu'il gêne beaucoup. Donc peut-être qu'il va nous faire le coup à la dernière minute de reculer face aux défis, face aux enjeux. Est-ce qu'il saura gérer des crises diplomatiques comme on en a par exemple avec les États-Unis ? Est-ce qu'il saura répondre à la crise du chômage ? Est-ce qu'il saura répondre à des situations qui ne sont pas uniquement que la question zémorienne que Mme Lévy a posée, qui est celle de l'identité française ? Enfin, toute la vie du pays ne se réduit pas à cette question, même si, évidemment, elle est peut-être la question qui va être celle de l'élection présidentielle. Si c'est la question, Zemmour peut aller très très loin et peut menacer Emmanuel Macron. Oui. Si ça n'est qu'un effet de paille qui dure 2-3 mois, il ira pas au bout. Bon, avant de retrouver Cédric, réflexion. Une phrase très rapide, c'est une question. Je dis pas que c'est la seule question, mais vous voyez bien, on a entendu Mathieu Orphelin qui balaye ça d'un trait de plume en disant la seule question, c'est le climat, c'est l'économie, et si vous voulez, c'est une question qui est mise sous le tapis, qui va avec la question migratoire évidemment, et c'est la question de l'islam radical, de l'islam politique. Cette question-là, il y a un certain nombre de politiques qui refusent absolument de s'en emparer, alors qu'elle angoisse les gens. 0826 300 300. Oui, c'est Cédric qui nous appelle de l'Hérault. Bonjour Cédric. Bonjour Cédric. Bonjour tout le monde. Bon, Cédric, vous voulez réagir sur ce sujet notamment, le phénomène Zemmour? Complètement. Je pense qu'en fait, la chose qui se passe, c'est pour moi, je le suis depuis février sur les réseaux sociaux. Ils en parlaient. Oui. J'avais créé un compte TikTok et en fait, il y a eu beaucoup de choses depuis février qui tournaient, oui. Comme quoi qu'en fait, il allait se présenter. Il y a beaucoup de partisans qui étaient pour, d'autres qui étaient contre. Oui. J'ai bien écouté un petit peu ce qui se passe par-ci par-là et moi, l'impression que ça me donne un effet comme Macron a fait en fait, c'est-à-dire que je vais pas me présenter, mais je vais peut-être me présenter, je sais pas comment je vais faire, mais je vais peut-être le faire. Et au dernier moment, en fait, tout le monde a voulu du renouveau et s'est dit tiens, c'est l'homme de la situation, c'est Jésus-Christ, vite, votons tous pour lui. Je crois que ça sera une certaine erreur quelque part. Il faut pas oublier que quand on est président de la République, on a des obligations et on doit savoir des choses. Ouais. C'est pas comme j'ai entendu il y a 7 ans en arrière, lorsque M. Hollande disait ah mais c'est la première fois que je suis président. Donc quoi en fait, on doit être apprenti président avant d'être un bon président. Vous voulez dire qu'il faut de l'expérience politique, quoi. C'est ça. Je crois que ça a une certaine importance. Après, effectivement, tout le monde a droit plus ou moins à l'erreur. Tout le monde a droit plus ou moins à l'erreur. Mais dans des cas comme ça, il y a des métiers, on va dire, où on n'a pas droit à l'erreur. La médecine, en politique, c'est très difficile de pas faire des erreurs. Mais après, si on est bien entouré, c'est comme une équipe de rugby, lorsque elle est bien entourée,
amélioré, ils essayent de tout faire pour gagner. Ouais. Mais voilà, moi je pars du principe qu'en fait, si M. Zemmour se présente, qu'il arrête surtout d'essayer de vouloir dire on va essayer de gagner, surtout qu'il travaille pour le peuple. Je l'ai dit il y a deux semaines, je crois, à votre antenne. Ça m'a beaucoup fait peine d'entendre en fait la droite, l'extrême droite, la gauche, les écologie et verts et tout ça dire on va gagner. Non, c'est pas ce qu'on veut. Nous, on veut pas que vous gagniez. On s'en fout des étiquettes. Ce qu'on veut, c'est qu'en fait vous redressiez notre pays. J'ai lancé hier sur internet une page. Je suis en train de vider mon grenier. J'ai trouvé une annonce de 1969 où Peugeot cherchait un monsieur, jeune homme en mécanique, 45 heures par semaine. 45 heures par semaine. En 69, 45 heures semaine. On en est à 35 et tout le monde pleure pour avoir 32. Putain, mais où on va, quoi. Merci. Voilà. J'aimerais qu'on redresse notre pays parce que ça me fait mal au cœur. Merci Cédric de ce témoignage qui vient du fond du cœur. Hein. On l'entend. Comme Cédric, d'ailleurs, vous voulez réagir 0826 300 300, vous avez la parole. C'est Michel Taube. Qui vient du fond du cœur et qui est plein de bon sens. Parce qu'Éric Zemmour, c'est un intellectuel. Et la France, ce n'est pas une page blanche sur laquelle on écrit un livre. Le seul qui considérait ça, c'était Mao en Chine, qui effectivement considérait que c'était une nouvelle page blanche qu'on signait. Éric Zemmour, est-ce qu'il saura mener les femmes et les hommes comme il le faut quand on est chef de l'État? On voit ce que ça donne lorsque un président... Vous allez un peu vite, il n'est pas encore candidat. Hein, donc, oui, mais si jamais il était candidat, est-ce qu'il saurait mener les hommes? Est-ce qu'il saurait prendre des décisions, imposer à l'administration des décisions très fortes? C'est pas gagné. Moi, je pense qu'un intellectuel n'a pas sa place en politique. J'ai toujours pensé, Machiavel, il s'est contenté d'être le conseiller du prince. Oui, mais Malraux, c'était la culture. C'était pour faire des musées. C'était pas pour gouverner la France. Donc l'intellectuel, chacun sa place, et je pense que souvent les intellectuels sont les plus mal placés pour gouverner, sauf à imposer des dictatures, comme on l'a eu avec certains intellectuels d'extrême gauche, qui souvent d'ailleurs ont commencé leurs études enfants, Pol Pot, par exemple, au Cambodge. Alors, j'ai parlé de Mao, mais c'est important. Je pense véritablement qu'un intellectuel... Mais c'est un peu contradictoire avec ce que vous disiez tout à l'heure, de l'intellectuel n'est pas faite pour gouverner un pays et gouverner des femmes et des hommes. Après, Zemmour, il considère peut-être qu'il en a la capacité. Allez, très rapidement, Elisabeth Lévy, et puis ensuite... D'abord, il me semble que c'est un peu contradictoire, puisque vous disiez au début de votre intervention que, justement, pour l'opinion, il était l'homme de la situation, mais surtout, pardon Michel Taube, c'est difficile. Il me semble, moi, que ce qui nous manque en politique aujourd'hui, ce sont les idées. Et je déplore, justement, que beaucoup d'hommes politiques ne soient plus des intellectuels, si vous voulez, qu'on soit au ras des pâquerettes. Et moi, je pense que, précisément, on a besoin d'intellectuels aussi en politique, on a besoin de solutions, on n'a pas besoin d'idées. Mais non, la politique, des idées pour avoir des solutions. Je ne crois pas que la politique, ça ne peut être que, justement, ce qui a tué la politique, c'est ça. Ça n'est jamais, on pense que tout est problème et solution. Eh bien non, tout ne se résume pas à la question de la civilisation, elle ne se résume pas à des problèmes et des solutions. Allez, on poursuit dans un instant. Vous voulez réagir sur le phénomène Zemmour, 0826 300 300, sur ces fusillades à Cavaillon, à répétition, bien sûr. Et puis sur la crise qui continue entre des sous-marins, entre la France et les États-Unis. Michel Taube, qui est fondateur du site Opinion Internationale, est particulièrement averti sur ce sujet. Nous en parlera aussi dans un instant. Il est 9h17. Le Grand Matin Sud Radio, 7h10, Patrick Roger, Cécile de Ménibus. 9h20, on continue les grands débats ce matin avec Elisabeth Lévy, Michel Taube. Vos appels 0826 300 300. On va revenir sur cette crise des sous-marins et aussi sur les fusillades perpétrées hier à Cavaillon. Encore une fois, vous voulez nous en parler, 0826 300 300. Oui, et les fusillades à répétition, évidemment, avec ce témoignage. Je ne sais pas si vous l'avez entendu, d'une mère de famille qui était avec nous tout à l'heure à 7h10. Sa fille, évidemment, était aussi dans le collège, puisqu'ils ont été avertis, les parents, par SMS, qu'il fallait venir chercher les enfants parce qu'il y avait des fusillades en fait autour, évidemment des trafiquants de drogue. Beaucoup d'enfants sont restés confinés. Les parents pleuraient en fait devant les grilles en fait de l'école et ils demandent une intervention en fait assez urgente dans ce quartier, toujours à cause de quelques-uns de trafiquants de drogue et des fusillades et des balles perdues. Évidemment, c'est pour ça que par exemple le CCAS, c'est-à-dire le Centre d'action sociale, a fermé parce qu'il y a eu des balles perdues en fait
dans les vitres, ou en tout cas dans ce centre ou un autre. Nous allons y revenir donc dans un instant. Il y a aussi évidemment le phénomène Zemmour, on en a parlé, et puis il y a toujours cette crise diplomatique. On attend que Emmanuel Macron téléphone à Biden, ou que Biden réponde, ou que Biden décroche son téléphone. Visiblement, il n'y a pas de réseau pour l'instant. Non, il n'y a pas de réseau là pour l'instant. Voyons, avant d'en discuter avec vous, Michel Taube et Elisabeth Lévy, et vous au 0826 300 300, Félix Mathieu, les derniers développements. Alors, dernier rebondissement en date, c'est cette bombe, entre guillemets, du ministère des Armées qui accuse publiquement l'Australie d'avoir menti jusqu'au tout dernier moment. Oui, dans une série de tweets, le porte-parole de l'armée française règle ses comptes. Le jour même de l'annonce, affirme-t-il, les Australiens ont écrit à la France pour dire qu'ils étaient satisfaits des performances atteignables par le sous-marin et par le déroulement du programme. Quelques heures après ce courrier, on s'en souvient, l'Australie annonçait donc en grande pompe l'abandon de ce contrat au profit des Américains. Annonce en présence de Joe Biden suite à 1 an et demi tout de même de négociations secrètes dans le dos de la France. Alors en révélant ce courrier, en tout cas, l'armée française conteste clairement la version de l'Australie des Australiens qui prétendaient avoir tenu Paris au courant de leurs doutes. Oui, et donc c'est la dernière en date d'une série de passes d'armes. Oui, la diplomatie française a déjà rappelé ses ambassadeurs, annulé une rencontre entre les ministres des armées français et britanniques, accusé les anglo-saxons de mensonges, de duplicité. Alors face à cette France qui se montre offensée, il y a eu quelques mots d'apaisement, on pourrait dire, depuis Washington, Londres et Canberra. Le président Biden, qui, vous le disiez Patrick, aurait demandé à parler à Emmanuel Macron par téléphone. C'est ce qu'affirme en tout cas le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal. Le premier ministre australien qui a avancé, lui, que son attachement à la France n'était, je cite, plus à prouver. Il a même évoqué les soldats envoyés pendant la Seconde Guerre mondiale. Quant à Boris Johnson, au Royaume-Uni, il a parlé, je cite toujours, de l'amour indépassable de son pays pour la France, de l'amour indéracinable du Royaume-Uni pour la France. Michel, merci pour ce factuel, Félix Mathieu. Michel Taube, vous êtes un expert avisé et observateur de cette actualité internationale avec votre site Opinion Internationale. Qu'est-ce qui se joue véritablement en coulisses, en fait, dans cette histoire? Alors, il se joue plusieurs choses. D'abord, il se joue en fait, cette affaire, à nos dépens, les Français, c'est le coup d'envoi d'une guerre froide. On est dans la guerre froide entre les États-Unis et la Chine. D'ailleurs, à la une de mon journal, j'invite vraiment vos auditeurs à lire la tribune de Jérôme Poirot, qui est un des grands spécialistes du renseignement en France et qui fait une tribune très intéressante pour dire qu'un des grands perdants de cette affaire, c'est bien entendu la France, c'est clair, mais c'est aussi la Chine. Parce qu'en fait, les États-Unis ont décidé d'exporter dans le Pacifique leur célèbre politique de l'endiguement, de containment. Je ne sais pas si vous savez. Vous décrivez, en Amérique latine et un petit peu en Europe de l'Ouest, les États-Unis, au lendemain de la Deuxième Guerre mondiale et dans les décennies suivantes, avaient dit ça, l'Amérique latine, c'est notre chasse gardée. Vous ne pouvez pas venir sur notre territoire, c'est notre zone d'influence. Et ben aujourd'hui, Biden, ce qu'il a décidé, c'est de faire la même chose dans le Pacifique. C'est-à-dire que face à la Chine, qui constitue pour les Américains la menace d'aujourd'hui et de demain, et ben personne d'autre que les États-Unis et ses alliés les plus proches, la Grande-Bretagne, quand même incroyable. Boris Johnson qui parle d'un amour infini avec la France. Mais enfin, c'est quoi ces preuves d'amour, de désamour, ces preuves de... voilà. Donc ça, c'est la première chose. Alors maintenant, les Australiens. Alors ce qui est très intéressant, c'est que l'ancien Premier ministre australien, hier, le précédent, dans Le Monde, a commis une tribune pour désapprouver l'attitude du Premier ministre d'aujourd'hui. Et c'est vrai que la révélation de cette lettre, qui quelques heures avant la rupture du contrat avec la France disait exactement le contraire, prouve bien, c'est la preuve de ce que cette décision est ultra politique. Moi, beaucoup disent que le bid qu'a fait Biden en Afghanistan avec les talibans l'a conduit à essayer de trouver une petite victoire à la Pyrrhus sur un autre dossier. Et qu'en faisant racheter le contrat par les Américains aux Australiens, c'est une petite victoire qu'aurait Biden pour pouvoir justement faire passer la couleuvre de ce qui s'est passé en Afghanistan. En tous les cas, ce qui est sûr, c'est que pour moi, c'est le coup d'envoi d'une nouvelle guerre froide. Là, elle a commencé. Et que dans une guerre froide, tout est possible. Le problème, c'est que le dindon de la farce, c'est non seulement la France, mais c'est aussi l'Union européenne.
parce que dans cette alliance des États-Unis avec la Grande-Bretagne, l'Australie, probablement bientôt le Canada, il n'y a pas la France, il n'y a pas l'Union européenne. Et la France est un peu démunie. Alors, évidemment, le ministre des Affaires étrangères a dit qu'ils étaient en discussion avancée avec l'Inde pour essayer de constituer une alliance Inde-France pour être quand même présent dans le Pacifique. Mais quand même, quelle erreur stratégique de la part de Biden d'avoir écarté ainsi la France. Je pense que véritablement, ça va avoir des conséquences très graves. Ça va avoir notamment des conséquences devant l'Alliance Atlantique. Parce que vraiment, à quoi ça sert d'être dans l'OTAN si notre principal allié, qui est les États-Unis, nous fait des coups de judo comme cela. Oui, Elisabeth Lévy. Pardon, je crois que vous... je me demande, cher Michel, j'avais commencé à lire le papier dont vous parliez et j'invite nos auditeurs effectivement à le lire, ça a l'air très intéressant. Sur le site Opinion Internationale. De Jérôme, Poirot. Voilà. D'abord, je me demande si vous n'êtes pas un peu optimiste quant à notre capacité à la France et à l'Union européenne de réagir, notamment dans cette affaire d'OTAN, parce qu'on a plutôt tendance à se coucher en général. Et la chose que je me demande, si vous voulez, alors vous le récusez un petit peu, mais malgré tout, les Américains, si vous voulez, continuent, même s'ils ont tort dans leur conception, de défendre ce qu'ils pensent être leurs intérêts. America First, et après tout, ça me semble être tout à fait le rôle d'un gouvernement de défendre les intérêts de son pays. Ce qui m'inquiète, en fait, c'est que ça fait des années, et ça se voit dans le vocabulaire que nous employons, nous parlons de nos amis, nous parlons de sentiments, nous parlons du couple. Si vous voulez, les États n'ont pas de sentiments, ils n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts comme vous le savez. Moi, ce qui m'inquiète, c'est que je n'ai pas le sentiment qu'on fasse France First ou la France d'abord. Je n'ai pas le sentiment qu'on défende nos intérêts. On est tout le temps là, en train de côté sur l'Union européenne. Tout ça me semble naïf. Défendre nos intérêts, c'était notamment de vendre, d'arriver à vendre à l'international nos très gros contrats d'armement. Et d'ailleurs, j'aimerais dire deux petites choses juste de politique intérieure. La raison principale pour laquelle Jean-Yves Le Drian est si vindicatif depuis une semaine, c'est qu'il a quand même été un très bon ministre de la Défense qui a réussi à vendre des Rafales à l'Inde, au Qatar, à l'Égypte. C'est lui qui était ministre de la Défense quand on a signé ce contrat du siècle avec l'Australie sur les sous-marins. Et donc, il prend comme une défaite et comme un affront personnel cette décision des Australiens. Deuxième point, deuxième point, c'est le silence d'Emmanuel Macron. L'annulation de sa présence à l'Assemblée générale des Nations Unies, alors que depuis qu'il est président de la République, il se fait le chantre du multilatéralisme. Il n'était pas prévu qu'il y aille, en fait, dans un premier temps. Mais donc il avait son ministre quand même. Excusez-moi, tout à fait. Mais il y avait quand même des pressions pour que il s'exprime très très fortement, et il est silencieux depuis une semaine. Et là, franchement, comment vous l'interprétez ? Je comprends pas. Je trouve que Emmanuel Macron, depuis qu'il est président de la République, lorsqu'il y a des crises graves, quelles qu'elles soient, arrive à observer un silence qui pèse, qui dure et qui fait que la situation s'envenime. Je me rappelle les Gilets jaunes. Lorsque ça a commencé, il a mis 3 semaines à réagir. Et bref, il a laissé un vide occupé par ses adversaires. Et là, je pense qu'il faut réfléchir avant de parler aussi. On est dans un monde, on est quand même dans un monde qui va très très vite. Donc une prise de parole de la communication. Là, Michel Taube a raison. On pourrait attendre une forte parole du président. Je ne comprends pas, sauf, encore une fois, à ce que ce silence très très long ne cache une décision imminente de la France qui pourrait notamment concerner sa présence au sein du commandement intégré de l'OTAN. Mais honnêtement, je comprends pas ce silence, sauf à ce que, alors il y a eu des décisions importantes, comme vous le disiez tout à l'heure, le rappel des ambassadeurs, tout ça c'est important, mais quand même la parole du président de la République, elle est importante, d'autant qu'encore une fois, c'est pas la première fois depuis qu'Emmanuel Macron est président que les États-Unis le bousculent très fortement. Rappelez-vous Trump qui est venu à la Tour Eiffel. Je peux pas l'arrêter. Je voudrais vous poser une question avant la fin. Pardon. Dernière réflexion. Non, mais les Américains tremblent certainement après l'annulation d'un cocktail, ça c'est sûr. Mais Michel Taube répondait clairement, devons-nous sortir du commandement intégré de l'OTAN aujourd'hui ? Oui ou non ? Honnêtement, je pense que comme vous le disiez fort justement, nous n'avons que des intérêts. Et vu que les États-Unis sont engagés maintenant depuis plusieurs années dans une forme de repli sur eux-mêmes,
effectivement, je pense que l'Union européenne et les Européens doivent plus compter sur eux aujourd'hui que sur les États-Unis. Donc ce ne serait pas la première fois que l'on quitte le commandement intégré de l'OTAN. Donc effectivement, je pense qu'il faut bien réfléchir à ça. C'est peut-être à quoi il réfléchit, mais effectivement, ce sera un des enjeux, à mon avis, des prochains mois dans le débat public de notre pays. Merci Elisabeth Lévy. Michel Taube, fondateur du site Opinion Internationale. Allez le voir, évidemment, c'est sur le numérique.